immunothérapie, médecine personnalisée, désescalade thérapeutique, de nouvelles expressions entrent dans la lutte contre le cancer et vous allez l'entendre dans cette émission, les avancées actuelles sont extrêmement encourageantes. Dans cette nouvelle émission en partenariat avec l'Institut Bergonié, je suis ravie d'accueillir 3 experts, 3 cancérologues avec qui nous allons faire le point sur les nouvelles prises en charge. Docteur Sophie Cousin, bonjour. Vous êtes médecin en oncologie thoracique. Avec vous, nous allons nous intéresser au cancer du poumon. Docteur Pauline Gillon, vous êtes oncologue radiothérapeute. Avec vous, on va parler des cancers ORL. Et puis, docteur Yann Godbert, vous êtes oncologue spécialisé dans les cancers de la thyroïde. Alors, commençons avec un cancer particulièrement redoutable, celui du poumon. C'est le plus meurtrier aujourd'hui dans notre pays. Et il y a enfin de l'espoir avec un trio, meilleure prévention, meilleur dépistage, meilleur traitement. Intéressons-nous au traitement, l'immunothérapie dont on parle de plus en plus. Vous l'intégrez différemment aujourd'hui dans votre protocole de soins. Bonjour, et oui, exactement. Alors, il est vrai que dans le cancer du poumon, l'immunothérapie a été un véritable changement de pratique sur ces dernières années. Tout le monde en a beaucoup entendu parler avec de grands résultats en stade avancé de la maladie. Et puis, donc c'est vraiment un traitement qui a pour principe de stimuler les défenses immunitaires contre le cancer. Et le cancer bronchique est particulièrement sensible pour une certaine catégorie de ces tumeurs à l'immunothérapie. Et donc, comme tout traitement qui marche bien en maladie avancée, on essaye de voir ce que ça peut donner à des stades moins avancés, plus localisés. Jusqu'à présent, c'était sur une maladie qu'on ne pouvait pas opérer. D'accord. Donc qui était irradiée, puis après avec de l'immunothérapie derrière ou de l'immunothérapie au stade métastatique. Là, il faut savoir que 20-25% des patients actuellement sont opérés dans le cas où ils sont diagnostiqués d'un cancer du poumon, puisque dans la grande majorité des cas, la maladie est trop avancée pour envisager une chirurgie. Et parmi ceux qui sont opérés, 50% vont récidiver de leur maladie et finalement être réembêtés par un suivi et des traitements du cancer. Et donc là, ce que l'on voit arriver depuis ces deux dernières années, c'est une association de chimiothérapie et immunothérapie que l'on propose à des patients à des stades qui peuvent potentiellement être opérés ou de résécabilité où on voit qu'il y a un ganglion envahi et donc on a envie de faire un traitement avant pour être certain de maximiser ensuite la réussite d'une chirurgie. On propose maintenant d'associer chimiothérapie et immunothérapie avant la chirurgie. Immunothérapie, on rappelle, donc c'est une stimulation des défenses immunitaires. Voilà. Et là, on commence à avoir des premiers résultats très intéressants. De rajouter ce traitement avant la chirurgie ne gêne pas la chirurgie ensuite. Il n'y a pas moins de patients opérés par des effets secondaires ou de complications. Et 2, en fait, quand on les opère, on se rend compte que quand on analyse la pièce opératoire, ce qui a été opéré chez le patient, il y a beaucoup moins de tumeurs vivaces, en tout cas de cellules tumorales résiduelles. On est de l'ordre en comparaison, 4% de ce qu'on appelle réponse pathologique complète sur la pièce après chimiothérapie, alors que chimiothérapie et immunothérapie entraînent une réponse majeure sans cellules résiduelles dans 20 à 25% des cas. D'accord. Et tout doucement, on commence à avoir des premières données qui montrent que ces chiffres après chirurgie commencent à impacter le risque de récidive et d'améliorer la survie des patients qui reçoivent ce traitement avant chirurgie. Donc ça va probablement devenir dans la prochaine année à venir un nouveau traitement standard de la pratique en oncologie thoracique. Est-ce que les patients n'ont pas peur en fait de retarder le moment où il va y avoir l'intervention chirurgicale? On se dit il y a tout ce temps de traitement, l'immunothérapie, est-ce que ils craignent pas ça? Alors c'est une bonne question, et il faut pouvoir les rassurer. D'une part, parfois un patient avant une chirurgie va devoir avoir une réhabilitation respiratoire parce que ce sont souvent des patients tabagiques, donc qui ont une fonction respiratoire parfois un petit peu altérée, qu'il est normal d'entraîner un petit peu avant la chirurgie. Donc quand une chirurgie est décidée, elle n'est pas faite du jour au lendemain, elle est souvent programmée plusieurs semaines après. Et puis on ne parle pas d'un traitement de plusieurs mois avant la chirurgie, on parle d'un délai de 2 à 3 mois de traitement avant la chirurgie. Donc c'est un traitement qui a un délai court, puisque peu d'injections suffisent à avoir ce bénéfice. Donc il faut savoir les rassurer, leur expliquer pourquoi on doute d'une chirurgie seule. Et le message, comme il est passé au moment de la maladie métastatique, passera également sur le stade plus localisé. L'immunothérapie dans le traitement de vos cancers ORL, par exemple, où est sa place? À quel moment
on peut avoir cette injection? Bonjour, moi j'ai pas dit bonjour. L'immunothérapie, ça a sa place aussi dans les cancers ORL. Pour le moment, c'est vraiment validé dans les stades métastatiques. Ça fait partie d'un des traitements qu'on propose chez certains patients en fonction d'un critère qu'on recherche sur l'analyse histologique. Donc c'est un des traitements de première ligne qu'on peut proposer au stade métastatique. Et de la même manière que dans le poumon, quand on voit que ça marche au stade métastatique, on essaie de remonter un peu plus tôt dans la maladie pour voir si ça peut pas être bénéfique aussi plus tôt. Et c'est à l'étude sur des stades plus précoces, en association à des traitements de radio et de chimiothérapie. D'accord. Donc ça, il y a des études qui sont encore en cours. Combien de temps ça prend d'ailleurs de mesurer, de faire mener ces études, en fait, de savoir? Prend plusieurs années, les études, ça va prendre... il faut un temps de recrutement suffisant et ensuite un temps de surveillance des patients pour voir l'efficacité. Donc ça va prendre plusieurs années, 4 ans, 5 ans, avant d'obtenir les résultats. Justement standardisé comme ça va l'être pour le poumon. L'immunothérapie, donc vous, sur le cancer de la thyroïde, est-ce que vous l'utilisez? Oui, bonjour. Alors effectivement, on est moins développé, moins en stade de développement que le cancer bronchique, parce que c'est souvent déjà des tumeurs qui sont plus rares. Donc avec des possibilités d'essais thérapeutiques qui sont plus faibles. Mais ce qu'on voit et ce qui ressort, c'est que ce qu'on va dire l'immunothérapie en monothérapie seule dans les stades métastatiques évolués, l'efficacité, elle est modérée. On a 20% de réponse partielle, grand maximum. C'est-à-dire qu'il y a 20% des gens qui vont présenter une réponse partielle en tant que réponse maximale, et avec une progression assez rapide. Par contre, ce qui est en train de se développer et sur lequel on est en train de miser beaucoup plus, c'est sur des combinaisons de traitements. Parce que le cancer thyroïdien, comme toute tumeur endocrine, est une tumeur assez vascularisée. Donc il y a besoin de traitements qui vont bloquer la vascularisation, qu'on appelle les anti-angiogéniques, qui est la pierre angulaire de ce type de traitement. Et on voit que pour des mécanismes un peu complexes, l'association de ces médicaments-là plus l'immunothérapie, les deux matchent un peu plus et renforcent le traitement de l'un et de l'autre. Et donc effectivement, l'avenir, ça va plutôt être des combinaisons de traitements, d'immunothérapie et de comprimés de type anti-angiogénique ou d'autres thérapies ciblées, qui vont améliorer ou potentialiser la réponse. Parce que l'intérêt de l'immunothérapie, c'est aussi dans les effets secondaires, en fait. C'est un traitement qui est plutôt bien toléré, qui est quand même moins douloureux pour le patient. Oui, exactement. C'est vrai que ça a un profil de toxicité différent d'une chimiothérapie dite classique. Il n'y a pas de perte de cheveux, il n'y a pas de risque infectieux. Ça a quand même un profil de toxicité, ça réveille les défenses immunitaires, donc possiblement toute maladie un petit peu auto-immune telle qu'on peut les diagnostiquer en dehors de gens qui reçoivent de l'immunothérapie. Donc il faut être un petit peu vigilant, formé, sensibilisé. Mais ça, maintenant, les médecins se sont très bien organisés au sein de médecins experts de certaines toxicités pour justement référer ou prendre des avis un petit peu spécialisés pour une toxicité qui serait un petit peu surprenante ou aiguë. Donc, mais globalement, ce sont quand même des traitements nettement mieux tolérés qu'une chimiothérapie dite classique. Et c'est vrai que dans votre cancer à vous me disiez, c'est une révolution, ce qui se passe en ce moment. Oui, bien sûr. Depuis plusieurs années maintenant, c'est prix Nobel 2018, donc c'est plus une toute jeune affaire, mais on voit que, quel que soit le stade, finalement, les patients en oncologie thoracique, dans le cancer bronchique en tout cas, peuvent en tirer possiblement profit. On parle des cancers de l'ORL, mais finalement, on parle de quoi? On parle de la gorge, du nez, des oreilles. ORL, en fait, ORL ou des VADS, des voies aérodigestives supérieures, c'est vraiment tous les cancers qui concernent la tête et le cou. Donc, ça va être cavité buccale, la gorge qu'on appelle le pharynx, le larynx. Et après, beaucoup plus rarement, ça peut être les glandes salivaires, ça peut être les cavités naso-sinusiennes. Mais globalement, c'est vraiment tout le pharynx, quoi, pharyngo-larynx. C'est un cancer qui est redouté aussi, dès qu'on parle. Oui, je pense que c'est un cancer qui est encore un peu tabou et qui fait peur, alors que c'est quand même en fréquence, c'est le 4e cancer en termes de fréquence, autant chez la femme que chez l'homme. Donc c'est pas si rare que ça. Et c'était un peu tabou parce que je pense qu'il y a tous l'image, puis même c'est les images qui sont mises là sur les... J'ai encore vu ce matin là sur les paquets de cigarettes. On voit la trachéotomie. Donc, c'est vraiment des cancers qui font très peur. Donc, qui sont souvent en lien avec le tabac et l'alcool, mais pas que, qui sont aussi en lien avec le virus HPV. Ils sont culpabilisants, en fait, mais ceci dit, votre cancer aussi, le cancer du poumon, il est aussi assez culpabilisant, en général. Oui, il est très fortement rattaché au tabac, même s'il y a d'authentiques entités de cancer du poumon qui ne sont absolument pas rattachées à une consommation tabagique. Mais c'est dans 8 cas sur 10, ce sont des fumeurs ou des anciens fumeurs. Exactement. Ouais. Et donc, vous disiez... Alors que nous... Alors, c'était, il y a quelques années, c'était beaucoup alcool, tabac aussi. Donc, je pense que c'était au côté
la culpabilité de ces cancers-là. Mais finalement, depuis plusieurs années, on voit de plus en plus l'émergence des cancers en lien avec le virus HPV, le papillomavirus, qu'on connaît dans les cancers du col utérin. Mais en fait, ça ne fait pas que ça. C'est aussi des cancers de la sphère ORL et même des cancers du canal anal, du périnée. Voilà. Et donc, l'HPV, en fait, c'est un virus qui est quasi ubiquitaire dans la population. Donc, ça peut finalement toucher n'importe qui, même qui n'a jamais fumé ou jamais trop bu. Ça concerne finalement un peu tout le monde, quoi. Okay. Donc, je pense que c'est bien d'en parler aussi. C'est important de lever ce tabou, déculpabiliser les gens qui en souffrent. Quant au traitement aujourd'hui, donc comment est-ce qu'on traite ce cancer ? Alors, ça dépend. Comme je vous ai dit, il y a vraiment des cancers un peu différents en fonction de la localisation de l'anatomie. Selon certaines zones, ça va être un traitement chirurgical. Mais pour les cancers induits par l'HPV, ça touche surtout les amygdales et cette région qu'on dit de base de langue qui est vraiment à l'arrière de la langue, donc la racine de la langue. Ça a la particularité, ces cancers en lien avec l'HPV, de très très bien répondre au traitement de radiothérapie et de chimiothérapie, aux traitements médicaux. Donc sans forcément passer par de la chirurgie. D'accord. Donc c'est des cancers qu'on n'opère pas et qu'on arrive à guérir quand ils sont pris à un stade précoce grâce au traitement. Alors justement, à stade précoce, c'est un cancer que l'on peut ressentir. Oui. On a des symptômes. Mais oui, c'est l'avantage de ces zones-là, c'est que c'est quand même des zones qui sont très fonctionnelles. Et donc, c'est des symptômes... c'est un peu traite, parce que des fois, ça peut être un peu banal, comme des douleurs d'angine. On traite un peu, ça passe pas totalement. Sensation d'avoir des difficultés à avaler, que les aliments accrochent. Ou alors, ça peut être un ganglion qui apparaît dans le cou. Voilà. Ces symptômes, ils peuvent apparaître quand on a une petite infection, c'est tout. Mais ce qui doit alerter, c'est quand ces symptômes perdurent pendant au moins 3 semaines. D'accord. Donc là, il faut vraiment pas hésiter à consulter, parce que plus tôt c'est pris, mieux c'est, et mieux on peut les guérir, quoi. Contrairement à la thyroïde, c'est compliqué de s'auto-diagnostiquer. Alors oui, il y a différents types de cancers thyroïdiens avec différents profils pronostiques complètement différents. On va effectivement, beaucoup de cancers, ce qu'on a le plus cancer d'ailleurs de la femme jeune, le cancer les plus fréquents, dérivent de nodules thyroïdiens. Donc énormément de gens arrivent en consultation avec des nodules thyroïdiens et on découvre dans 20-30% des cas, effectivement, des petits cancers thyroïdiens indolents qu'on traite très bien avec une espérance de vie égale à la population générale. Mais à l'inverse, effectivement, et comme toute tumeur endocrine, on a des formes de cancer beaucoup plus agressifs, avec des symptômes compressifs, avec une voix qui est cassée, avec difficulté à respirer. Et là, d'emblée, ça signe un cancer grave avec un pronostic beaucoup plus sévère et des traitements beaucoup plus lourds. Donc effectivement, il y a tout le panel, sachant que la grande majorité des cancers thyroïdiens dérivent de nodules thyroïdiens qui représentent quasiment 30 à 40% de la population générale, qui sont des cancers gentils, entre guillemets, si on peut dire ça, avec une espérance de vie quasi normale. Mais effectivement, on a l'autre versant, beaucoup plus agressif, avec des formes beaucoup plus sévères, beaucoup plus rares. D'accord. Et sur les traitements, une fois qu'on est arrivé à un stade un peu grave. Après, il y a différents types de cancers de la thyroïde. On va dire, grosso modo, le traitement, on va dire qu'il y a 3 types de cancers. Il y a le cancer, on appelle ça de souche folliculaire, qui dérive des nodules thyroïdiens, le cancer médulaire et le cancer anaplasique, qui est la forme la plus évoluée, la plus grave. Ce sont 3 cancers qui n'ont strictement rien à voir, entre guillemets, en termes de prise en charge, et en termes de pronostic également, et même de risque de survenue, de forme génétique héréditaire également. Mais grosso modo, ça va être la pierre angulaire, la chirurgie, et également ce qu'on appelle un traitement adjuvant pour certains types de cancers. C'est une irathérapie, ça veut dire de l'iode radioactif qui va irradier de l'intérieur les cellules résiduelles microscopiques. Et après, ça va être, sur certains types de cancers, un freinage hypophysaire, c'est-à-dire en mettant une hyperthyroïdie et en freinant la TSH, donc pour ralentir l'évolution spontanée du cancer. C'est les 3 niveaux de prise en charge de ce type de cancer thyroïdien. Mais il y a vraiment une hétérogénéité énorme dans les cancers thyroïdiens. D'accord. Il n'y a pas un cancer thyroïdien pareil, il y a vraiment trois types et alors, différents. A priori, après, si on est opéré, est-ce que ça induit un traitement à vie pour rééquilibrer, pour remplacer la fonction de la thyroïde ? Et oui, généralement, c'est pour ça qu'effectivement, d'aller enlever la thyroïde sur des cancers thyroïdiens de bon pronostic, entre guillemets, il faut se poser la question parce qu'il y a des conséquences à vie, c'est-à-dire on perd nos hormones naturelles, notre sécrétion endogène d'hormones thyroïdiennes. Donc on va remplacer par une administration exogène qui va être du lévothyrox ou équivalent.
c'est pas forcément quelque chose de très lourd, mais il y a des conséquences à vie de prendre du lévothyrox avec des petites problématiques qu'il y a eu en 2017 notamment. Donc effectivement, il y a des conséquences. Ça peut être invalidant chez certaines personnes, mais dans l'immense majorité des cas, on a une vie strictement normale. Alors vous le disiez, on est beaucoup en fait à avoir des nodules, sans forcément le savoir. Donc la place du dépistage dans votre cancer? Surtout pas, entre guillemets. C'est rare, hein, c'est rare. En général, oui, je sais, c'est pour ça que... souvent la promotion du dépistage. Alors effectivement, il y a des pays asiatiques qui ont essayé de le faire, c'est-à-dire chaque personne qui avait des nodules, on faisait des ponctions et on allait opérer, prendre en charge de chaque nodule qui était indolent la plupart du temps et asymptomatique. Et on s'est aperçu dans 2 grosses publications, dans des très grosses revues médicales, que ça ne diminuait pas le risque de mortalité spécifique à ce type de cancer, et également en termes de fréquence des cancers graves, il ne diminuait pas. Donc on s'est aperçu que de traiter des petits cancers thyroïdiens dormants chez énormément de gens, ça n'avait aucun impact. Ça avait plein d'impact en termes de chirurgie, parce qu'il y a quand même des petites complications sur la voix, sur le calcium aussi. Donc effectivement, ces cancers indolents, il faut savoir les trier, mais on peut soit diminuer la chirurgie, donc garder des morceaux de thyroïde pour garder une sécrétion endogène, soit même sur des personnes de plus de 70-75 ans, ne rien faire du tout. D'accord. Il y a un facteur héréditaire dans ce cancer? Alors sur les cancers des nodules thyroïdiens, non. On va dire en France, dans l'immense majorité des cas, même si on connaît très bien les cancers radio-induits qui ont été présentés, qui ont été mis en évidence la première fois post-Tchernobyl. Ça, on connaît très bien les mécanismes, et en France, l'impact du cancer thyroïdien radio-induit est très faible, hormis secondaire à la radiothérapie. Après, il y a des formes de cancer thyroïdien de type médulaire, où dans 1/3 des cas, ils sont héréditaires. C'est-à-dire 50% des descendants auront une prédisposition. Donc et là, auront au contraire, un cancer. Il faut peut-être... Ah là oui, là c'est plus des dépistages. Là. C'est des familles qu'on connaît qui sont identifiées. On va regarder le gène si l'enfant est porteur de ce gène-là. Et on ira prendre en charge en fonction de la mutation, enlever la thyroïde ou un morceau de la thyroïde en préventif. Enfin, c'est plutôt enlever la thyroïde à 12 ans, à 15 ans, à 5 ans, selon la prédisposition. Mais là, c'est vraiment des cas très particuliers. Qu'en est-il du dépistage du cancer du poumon? C'est vrai que... Eh bien, il commence à avoir toute sa place. C'est vrai que c'est un cancer fréquent, un cancer grave, un cancer grave, pardon, non. Et 3, pour lequel, quand il est diagnostiqué à un stade précoce, on a un bon traitement qui est la chirurgie qui permet de guérir les patients. Sachant que vos patients arrivent... La plupart du temps, 60-65% des cas, les patients sont à un stade métastatique. Il y a aussi des stades qui ne sont pas opérables mais non métastatiques. Et en fait, 20 à 25% des patients seulement peuvent être opérés de leur cancer bronchique. Donc l'idée, c'est d'essayer d'augmenter l'identification de cette proportion de patients qui est un stade précoce de la maladie. Alors, on a eu enfin des données du grain à moudre, puisqu'il y a 2 grandes études, une américaine et une européenne, qui ont comparé la mise en place d'un dépistage avec des scanners réguliers. Alors, pas forcément à des temps exacts entre les 2 études, mais c'était des scanners répétés au moins sur un total de 3 scanners chez des populations à risque, donc des fumeurs ou anciens fumeurs. D'accord. Et les 2 études... Alors ça, fumeurs ou anciens fumeurs, c'est vrai que on commence à quand même couvrir pas mal de monde. Oui, il y a une limite d'âge. Il y a un essai thérapeutique un des 2 essais s'occupait d'une population de 55 à 74 ans, quand l'autre s'occupait d'une population des 50-74 ans. Donc, mais on est globalement dans cette catégorie d'âge. Et clairement, les 2 essais sont positifs, avec une réduction de la mortalité de 20 à 24% en fonction de l'essai thérapeutique. Donc c'est vraiment 2 études qui démontrent que le dépistage dans le cancer du poumon, ça marche, ça sauve des vies, ça allonge la survie de la population visée, si tant est que le patient puisse être opéré derrière. Donc c'est à proposer à des gens qui sont capables de supporter une chirurgie thoracique. Et donc là, les hôpitaux en France sont en train de s'organiser pour mettre en place des programmes, notamment dans le cadre de la Ligue Unie Cancer, le programme Interception, qui ne concerne pas que le cancer du poumon, mais entre autres, s'organise pour mettre en place des parcours de dépistage patient, puisqu'il faut réussir à identifier la population à risque. Donc ça passe par le médecin traitant aussi. Et puis, il faut leur faire adhérer à un programme de dépistage, puisque dans le cancer du sein, la mammographie, c'est une patiente sur 2 qui l'a fait. Et le côlon, c'est 32%. Il ne suffit pas de dire que ça marche. Ça marche, il faut endosser la population, leur prouver que.
Ça passe aussi par une démarche d'accompagnement d'arrêt du tabac, puisqu'il y a dans cette population... Donc là, il y a un accompagnement aussi. Oui, le but, c'est d'essayer de leur faire arrêter aussi une consommation de tabac si tant est qu'elle est toujours en cours, puisque parfois, il y a des anciens fumeurs dans la population visée. Donc, il y a un accompagnement d'addiction tabacologique à réaliser, puisque l'arrêt même du tabac augmente la survie chez les patients qui l'arrêtent dans ce programme de dépistage versus ceux qui ne l'arrêtent pas. Donc, c'est vraiment intéressant de se dire qu'il y a une prise en charge complète de la population dépistée à entreprendre. Donc, c'est tout un parcours de soins à mettre en place. On va finir avec vous. Et la prévention, vous le disiez tout à l'heure, les cancers ORL proviennent dans la moitié des cas d'un virus, le papillomavirus. Il y a un vaccin, il faut en parler, HPV. À qui doit-on l'administrer aujourd'hui ? On a beaucoup parlé des jeunes filles pendant longtemps. Oui. Mais c'est surtout ça. Donc pour conclure, nous, sur le dépistage, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de dépistage organisé, ce sera vraiment individuel. L'arrêt du tabac, on parle de l'HPV, je vais y venir, mais voilà, il y a quand même encore certains cancers ORL qui sont induits par le tabac. Donc nous aussi, on va vraiment pousser les gens à arrêter le tabac et limiter la consommation d'alcool. Après, pour ce qui est de l'HPV, donc c'est plutôt de la prévention, en effet. Donc le vaccin contre l'HPV, maintenant il y a un vaccin qui couvre 9 sérotypes parmi les plus fréquemment retrouvés dans les cancers induits par l'HPV, qui concerne donc le col utérin, mais encore une fois pas que. C'est pour ça que c'était beaucoup les filles, mais finalement ça concerne aussi les cancers amygdale, base de langue, canal anal et tout ce qui est organes génitaux externes, donc la verge, vagin, vulve. Voilà, donc ce vaccin il est recommandé pour les jeunes filles et jeunes garçons de 11 à 14 ans. C'est un schéma en 2 injections. Et après, on peut rattraper jusqu'à 19 ans en 3 injections. Parfait. Donc, vous invitez les jeunes gens à se faire vacciner. Leurs enfants, pour se protéger. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission dédiée à la lutte contre le cancer sur TV7 et sur sudouest.fr.